un nouveau format court, effectivement, pendant lequel je vais vous faire plus ou moins 20 minutes de présentation d'un sujet, et puis on aura plus ou moins 20 minutes d'échange derrière. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat, et puis certaines questions passeront au micro aussi si vous le souhaitez. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans la présentation, je vais parler de travaux récents qui concernent la conscience et qui sont dus notamment à un psychologue américain qui s'appelle Donald Hoffman, qui travaille à l'Université de Californie. Et Donald Hoffman, euh, alors comment on affiche ça? Parce que là, je vois juste un écran avec un logo. Donald Hoffman, donc c'est un psychologue, un neuroscientifique, qui est un ami aussi de Bernardo Kastrup, dont je vous ai souvent parlé. Bernardo Kastrup étant lui un philosophe néerlandais, dont les travaux font beaucoup parler d'eux dans le monde anglo-saxon et commencent à être un peu connus en France, puisqu'on a traduit et fait publier son livre récemment, Pourquoi le matérialisme est absurde, on va en reparler. Alors, je vais faire le lien entre Donald Hoffman et Bernardo Kastrup. Voilà, merci Najib. Puisque les deux sont amis, hein, ils se connaissent, ils ont participé à des échanges, à des interviews ensemble. Et ils partagent une même vision du monde qui est une vision qu'on appelle idéaliste. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme analytique. L'idéalisme analytique, c'est la théorie proposée par Bernardo Kastrup. Qu'est-ce que c'est que l'idéalisme? Eh bien, en philosophie, tout simplement, c'est pas vouloir un monde idéal, c'est la doctrine philosophique voulant que la conscience soit la base de la réalité, que la conscience, une forme de conscience, un substrat de conscience, soit le socle de la réalité, comme on l'a déjà dans plein de traditions spirituelles, notamment dans l'hindouisme, hein, bien sûr, et ça a été repris ensuite dans le bouddhisme notamment. Et bon, il y a beaucoup de traditions qui considèrent que la conscience, que la première réalité est une conscience, un vaste esprit, on peut dire aussi, on emploie le mot conscience, qui est un peu plus neutre, mais on peut dire un esprit. Donc, tous les deux partagent cette vision des choses. Et Bernardo Kastrup, donc lui, il travaille sur le terrain philosophique, mais il est aussi scientifique de formation, hein. Il a travaillé donc sur les expériences de physique quantique du CERN de Genève, notamment en tant qu'informaticien, ingénieur en informatique de très haut niveau. Donc, il a aussi une connaissance très approfondie de la science et de la physique quantique en particulier. Hoffman, lui, s'intéresse donc à la conscience en tant que psychologue, neurocognitiviste, on dit aussi, et ses travaux, il les fait en collaboration avec des mathématiciens et des physiciens de haut vol aussi de l'Université de Californie. Donc, ce sont des travaux qui sont très pointus et qui sont très peu connus en fait en France. Je pense que très peu de gens ont entendu parler de ces travaux pour l'instant. Mais voilà, on essaye de faire changer ça parce que je pense que c'est tout à fait novateur et très prometteur à la fois. Donc, que nous dit Kastrup pour commencer? Kastrup nous dit que le monde que nous percevons n'est pas la réalité. Ce que nous percevons est simplement un monde d'apparence, un monde de projection, et finalement, l'espace-temps tel qu'il nous apparaît, il peut être comparé à ce que Hoffman, pour le coup, appelle une interface utilisateur, hein, et que Kastrup lui appelle un tableau de bord. Donc, il y a plusieurs images, plusieurs métaphores qui sont utilisées, mais c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que ce n'est pas l'essence des choses, c'est simplement l'apparence des choses à laquelle nous avons accès par nos sens. Kastrup fait trois observations. Il dit, il semble que nous partagions tous le même monde. Dans notre expérience commune, on partage tous le même monde. En deuxième point, il dit, on ne peut pas changer le monde simplement en souhaitant qu'il soit différent. Malheureusement, ça serait merveilleux. Et il dit que l'expérience intérieure, l'expérience psychique, est corrélée avec les fonctions cérébrales. Jusqu'à un certain point, en tout cas, effectivement, il y a une corrélation entre ce qui se passe dans le cerveau et l'expérience intérieure que nous avons. Donc, à partir de ces trois points-là, il propose tout un développement théorique donc pour arriver à son modèle d'idéalisme analytique. Et il dit finalement que la matière est juste un modèle explicatif pour
les trois observations donc qu'il a fait, les trois points que je viens de présenter. La notion même de matière n'est qu'un modèle explicatif pour ces observations-là, parce que la physique est une science de la perception, ni plus ni moins, parce que tout ce qu'on appelle matière, c'est quelque chose qui apparaît nécessairement à la suite d'une perception, puisque sans observation, il n'y a pas de matière. Et donc, à partir notamment de résultats très récents, enfin, récents et plus anciens de la physique quantique, on sait qu'effectivement, tant qu'un système quantique, un objet quantique n'est pas observé, tant qu'il n'est pas mesuré et que cette mesure, en tout cas, n'est pas observée, cet objet n'a pas de propriété physique. Les propriétés physiques émergent de l'observation, elles résultent de l'observation. Tant que l'observation n'est pas faite, la mesure et l'observation ne sont pas faites, eh bien, on a ce qu'on appelle des états superposés, indéterminés, plusieurs états possibles, plusieurs potentialités possibles, et les choses ne deviennent réelles qu'une fois qu'il y a cette observation qui intervient. Donc, qui dit observation dit observateur, et qui dit observateur dit conscience. Donc, c'est relativement simple, mais ça relève à la fois du bon sens, et en même temps, effectivement, ça résulte d'expériences de physique tout à fait à la pointe, parce qu'on a montré récemment, dans des expériences récentes, que deux observateurs, par exemple, d'un même phénomène, pouvaient voir des choses différentes. Donc, on voit bien que c'est corrélé à l'acte d'observation lui-même, à la position de l'observateur, à sa conscience même, puisque un même phénomène va apparaître sous deux formes différentes à deux observateurs. Donc ça, c'est quand même c'est assez difficilement contournable, en tout cas. Kastrup nous dit aussi que la physique, c'est l'étude des régularités de comportement sur le tableau de bord qui est notre écran de perception. Et que donc, finalement, la physique, comme toute la science, c'est l'étude du comportement de la nature et non pas de ce que la nature est intrinsèquement, ou on peut dire ontologiquement aussi. Donc, il y a expérience. Ça, c'est le point de départ et c'est le point commun aussi entre la réflexion de Kastrup et Hoffman. Ce que nous faisons à chaque instant en percevant le monde, c'est une expérience. Nous avons l'expérience de percevoir le monde à travers nos sens. Et nous faisons la synthèse de tout ça grâce à notre conscience individuelle. Donc, le mot expérience est clé de ce point de vue-là. Pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait un expérienceur et donc un sujet de l'expérience. Donc voilà, les bases de la réflexion sont posées comme ça. Donc aujourd'hui, Kastrup dit tout est conscience. La matière, ça existe. Il ne s'agit pas de nier l'existence de la matière, mais la matière est une catégorie ontologique secondaire, puisque nécessairement elle apparaît dans la conscience. Donc on présuppose l'existence de la matière, et notre modèle à nous, dominant, modèle matérialiste, nous dit la matière est la base de la réalité. C'est là l'origine de toutes les difficultés qu'on vit actuellement, puisque on pose que la matière est la réalité fondamentale. Et cette matière, réalité fondamentale, elle est présente dans ce qu'on appelle l'espace-temps, depuis Einstein. Et donc, espace, temps et matière sont supposés être les données fondamentales finalement de la réalité. Or, aujourd'hui, ça, c'est complètement dépassé, nous disent ces deux penseurs-là, mais beaucoup d'autres aussi finalement, beaucoup de physiciens nous disent, la notion même d'espace-temps est dépassée. La question de la matière, donc, il se trouve que tout ça, ça apparaît dans la conscience, donc c'est pareil, c'est dépassé. Et beaucoup de gens disent l'espace-temps, la notion d'espace-temps est condamnée même. Aujourd'hui, on est au-delà même des implications de la physique quantique, puisque ces gens-là nous disent l'espace-temps est condamné. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière l'espace-temps. Et il se trouve que Hoffman fait le lien avec ces réflexions-là, parce que il mentionne notamment des découvertes qui ont été faites en 2013 par des mathématiciens qui ont identifié, au-delà donc de l'espace et du temps, une structure géométrique qu'ils ont appelé l'amplituèdre, amplituèdron en anglais, l'amplituèdre, qui est une structure géométrique de dimension quasi infinie et qui est statique.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de mouvement. Et cette structure, donc, il faut comprendre que c'est une structure géométrique, donc qui aurait une forme, mais il faut faire abstraction de cette notion-là parce que elle est en dehors de l'espace et du temps. Donc, c'est quelque chose qui est un objet mathématique, géométrique. Pour l'instant, on ne peut pas, nous, concevoir, voilà, intellectuellement, parce que c'est au-delà de nos capacités, disons. Mais ça, c'est le fruit de travaux de mathématiciens tout à fait pointus qui ont découvert cette structure en 2013. Euh, donc, je vais revenir sur cette notion d'amplituèdre, cette structure qui est derrière l'espace-temps, parce que vous allez voir comment Hoffman fait le lien avec la notion de conscience. Donald Hoffman, avant de faire ces travaux-là, donc il a publié là plusieurs articles sur cette question de la conscience. Avant ça, il a fait un livre qui n'a pas été traduit, dans lequel il explique que nos sens ont évolué à travers à travers l'histoire des êtres vivants pour nous permettre d'être adaptés à notre environnement et donc pour favoriser la survie. Et donc, en fait, à partir de différents types de travaux en statistique, en simulation informatique, etc., il démontre que nos sens ont évolué pour, en fait, non pas nous permettre de percevoir la réalité, mais au contraire pour nous la masquer. C'est-à-dire que, à des fins de survie, à des fins de fonctionnalité, on ne perçoit que ce dont on a besoin. Donc, on perçoit effectivement quelque chose qui est qu'on appelle matière, on perçoit quelque chose qui est de l'espace et on perçoit du temps. Et tout ça, ça nous permet d'être fonctionnel. Et puis, historiquement, ça nous a permis de survivre à la présence de prédateurs autour de nous, etc. Et de dangers naturels. Donc, nos systèmes nerveux ont évolué pour nous permettre de percevoir ces éléments-là dont on a besoin de la réalité, mais ce n'est pas la réalité elle-même. Et la réalité telle qu'elle est, en fait, elle est masquée. Pourquoi? Parce que si on était capable de percevoir la réalité telle qu'elle est, eh bien, on serait incapable de gérer, en fait, la quantité d'informations qui est présente. Donc, ce qui est là aussi un mot-clé, c'est la notion d'information. C'est-à-dire que ce qui est derrière les apparences, c'est de l'information. On utilise ce terme-là, qui est relativement neutre, pour décrire ce qui se trouve au-delà, finalement, du monde des phénomènes, du monde des apparences. Voilà, alors je vais prendre les questions après, hein, parce que j'essaie de dérouler le fil. Hoffman dit donc, comme Kastrup, le premier élément, c'est l'expérience. La réalité matérielle est juste une apparence, est juste une projection. Lui prend l'image aussi d'un écran d'ordinateur sur lequel il y a des icônes. Et il dit, les icônes sont comme les objets qu'on perçoit dans notre environnement, sauf que nous, c'est en 3 dimensions. Bon, mais il faut imaginer qu'on a un écran en 3 dimensions avec des choses dedans. Et pour lui, les objets sont comme des icônes, c'est-à-dire que les icônes renvoie à quelque chose qui est derrière, qui est rangé sur le disque dur, à des dossiers, à des fichiers, etc. Hein, des icônes au sens informatique, hein, vous avez compris. Mais ce ne sont pas les objets en eux-mêmes. Hein, c'est la différence entre la carte et le territoire. C'est une fameuse métaphore aussi qu'on emploie souvent. Donc, ces icônes qui sont sur nos écrans de perception renvoient à quelque chose qui est derrière, donc qui est de l'information à laquelle on n'a pas accès en tant que tel, puisque on peut utiliser nos icônes et nos programmes, etc., sans connaître les modalités de code informatique et comment ça fonctionne, et puis les suites de données binaires, etc., auxquelles ça correspond. On n'a pas besoin de connaître tout ça pour faire fonctionner nos outils informatiques, si vous voulez. Donc la métaphore, elle est assez opérante, je trouve, de ce point de vue-là. Et alors, quand on lui dit, mais si les objets matériels ne sont que des icônes sur un ordinateur, pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas sur des rails et attendez que le train arrive pour voir si c'est matériel ou pas? Et il dit, bah, écoutez, je ne le fais pas pour la même raison que je ne me jette pas mes icônes à la poubelle, à la corbeille, de manière inconsidérée. C'est-à-dire que je prends mes icônes sérieusement, mais je ne les prends pas littéralement. Voilà la réponse qu'il fait à cette objection-là.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ces objets, tout ce que nous percevons, sont comme des icônes qui ont leur importance parce qu'elles renvoient à quelque chose d'autre derrière, mais en tout cas, elles ne sont pas la réalité elle-même. Donc, je reviens à cette notion d'expérience sur laquelle Hoffman base son modèle, donc que je vais vous présenter ici. L'expérience, c'est quoi? C'est simplement, c'est percevoir une couleur, par exemple, percevoir la couleur rouge. C'est goûter un morceau de chocolat. Voilà, c'est ce qu'on appelle les qualia en neurosciences, c'est-à-dire c'est ce que ça nous fait, ce que cela nous fait d'avoir cette activité-là et cette expérience-là. Comment est-ce que ça agit sur notre perception, sur notre conscience? Qu'est-ce que ça nous fait en termes d'émotions? Qu'est-ce que ça fait émerger comme pensée, etc., etc. Toute expérience, en fait, suscite quelque chose en nous qui nous change, qui nous transforme et qui, en retour, transforme aussi la façon dont nous voyons le monde. Alors, à partir de là, et là, je vais demander à Najib de montrer l'image de l'agent conscient. Il a bâti un diagramme, voilà, qui est symbolisé ici. Hoffman dit, je, je pose le modèle de ce que j'appelle un agent conscient, dont le premier terme est l'expérience. Donc, X en bas à gauche, ça commence par là, ça commence par l'expérience. Donc, on a une expérience, et à partir de cette expérience, on peut prendre une décision. Donc, c'est en anglais, hein, mais vous arrivez à comprendre, je pense, décider, et on décide d'une action. Et à partir de cette décision, on agit, et en agissant, on transforme le monde, on change le monde, disons. Hein. L'action change le monde, et donc vous voyez cette dynamique au sein de ce diagramme. Du coup, le monde W World est changé, et on perçoit à nouveau, on fait l'expérience d'un monde changé, puis on décide d'une action et on agit et on change le monde, etc., etc. Perception, décision, action. Perception, décision, action. Voilà comment il a défini ce qu'est un agent conscient. Et pour lui, un agent conscient, eh bien, c'est ce qui est l'entité première de la réalité, hein, parce qu'il pose comme c'est un postulat, hein, c'est une hypothèse de travail, si vous voulez, mais il pose que la base de la nature est la conscience, est un substrat de conscience, et donc il essaye de définir ce que peut être ce substrat de conscience. En fait, c'est ça sa théorie des agents conscients. Donc il nous dit en fait ce qu'il y a à la base même de la réalité, c'est un réseau d'agents conscients qui sont en interaction les uns avec les autres. Voilà. Et un agent conscient, c'est ça, c'est ce diagramme-là avec le N au milieu qui est la somme de toutes les actions qu'on peut faire, enfin des trois flèches là, percevoir, décider, agir, percevoir, décider, agir. On peut compter ces opérations-là et les trois termes que sont le monde, l'expérience et l'action. À partir de cette définition de l'agent conscient, il met ça en mathématiques. Donc là, il travaille avec des mathématiciens, encore une fois, très 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 pointus là-dessus. Et ils ont mis ça en mathématiques et ils ont théorisé donc la notion d'interaction des agents conscients. Ces agents conscients sont en interaction. Alors, l'interaction de ces agents conscients, ça donne des formules mathématiques, ça donne des matrices, ça donne différentes choses qui sont des mathématiques dans lesquelles je vais pas rentrer parce que de toute façon, j'y comprends rien moi-même, hein, donc je vais pas essayer de vous l'expliquer. Mais il dit que à partir de cette mise en mathématiques de cette entité agent conscient, on est capable d'identifier en fait des choses qui concernent la matière. Donc la façon dont il formule ça, je vais vous le lire même si je l'ai là en anglais. Il retrouve la dynamique de la fonction d'onde. Voilà. Ces mathématiques qui concernent l'agent conscient, qui concernent le réseau des agents conscients en interaction, elles redonnent en fait ce qu'on appelle en physique la fonction d'onde de la particule. La fonction d'onde d'une particule qui est dans ce cas-là une particule libre, mais peu importe. Donc, on retrouve à partir de ces maths, en fait, ce qui est à la base des mathématiques de la physique.
voilà pourquoi ces travaux sont révolutionnaires, parce que finalement, c'est la première fois que dans les mathématiques et la physique contemporaine, on fait entrer un paramètre qui est un paramètre de conscience. On fait rentrer cette notion de conscience dans ces équations. Alors, je vous passe les détails, mais si, pour ceux que ça intéresse et qui auraient des compétences en mathématiques, il faut savoir que le réseau d'interaction l'interaction pardon des agents conscients au sein de ce vaste réseau est transformée par des outils mathématiques qu'on appelle des chaînes de Markov. Donc, ça s'appuie sur une branche des mathématiques qu'on appelle la dynamique markovienne. Hein. À partir de là, il y a un deuxième type d'outils mathématiques qui intervient ou qui sont des opérateurs mathématiques, si vous voulez, qu'on appelle des permutations décorées. Donc, c'est très poétique à la fois, mais c'est aussi très technique. Et donc, des agents conscients, on passe aux permutations décorées, et des permutations décorées, on passe à l'amplituèdre, qui est la structure géométrique dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est l'objet qui a été découvert par les mathématiciens en 2013. Et à partir de cet amplituèdre, eh bien, on obtient l'espace-temps. C'est-à-dire que là, on retrouve la réalité physique telle qu'on la connaît. L'espace et le temps avec la présence de matière, donc puisqu'on retrouve aussi la fonction d'onde de la particule. Donc voilà les propositions que fait Donald Hoffman dans plusieurs articles qui sont parus, euh, qui sont en accès libre en plus hein, sur Internet si vous voulez chercher son papier Princeps. Donc le premier, ça s'appelle Object of Consciousness. Vous trouvez directement sur Google si vous voulez lire ça en anglais. Alors il y a un peu de maths, hein, mais il y a aussi quand même pas mal de choses à lire. Et son dernier papier s'appelle Fusion of Consciousness. Et ça, c'est le développement le plus récent de ce travail-là. Donc je vois que j'ai déjà épuisé mes 20 minutes. Donc, on va pouvoir discuter et aller un peu plus loin parce que je vous ai dit l'essentiel. Hein, il y a vraiment cette notion que les constituants fondamentaux de la nature, hein, pour résumer, sont des entités conscientes, des entités mentales, et que la dynamique de la nature telle qu'on la connaît, l'espace, temps, matière, émerge de l'interaction de ce réseau d'agents conscients. Et c'est de là que on a la richesse du monde empirique qui est autour de nous et qui est aussi en nous. Donc, j'espère que ça fait sens, parce que c'est vrai que c'est présenté un peu vite. Je vais regarder un petit peu les questions qui sont déjà sorties dans le chat. Mais voilà les travaux qui sont les plus poussés à l'heure actuelle sur ce sujet-là. Et même beaucoup de physiciens, dans le monde anglo-saxon, ne sont pas au courant hein, de ces travaux-là parce que c'est nouveau. Dès qu'il est question de conscience, il y en a beaucoup qui s'y intéressent même pas, qui ferment carrément la porte. Mais c'est très prometteur parce qu'encore une fois, ils travaillent avec des matheux et des physiciens vraiment très, très pointus. Et donc, ce sont des travaux qui constituent vraiment de la science, quoi. Alors, je vois quelques questions intéressantes. Est-ce que mes agents conscients interagissent avec les autres agents conscients? Alors, nous, on n'est pas un agent conscient, hein. Nous, on est une somme de tout ça, puisqu'on est constitué de matière. On n'est pas, nous, agents conscients. Mais ceci dit, il y a des choses encore à dire là-dessus. Ces agents conscients, eux aussi, ils sont en amont de l'espace-temps. Ils sont en dehors de l'espace-temps. Donc, ils sont en dehors de la trame espace, temps, matière aussi, dans laquelle nous, on est immergés. Donc, notre conscience individuelle n'est pas un agent conscient. Ces agents conscients dont il parle, ce sont des entités qui sont au-delà de l'espace-temps. Et surtout, quand elles interagissent entre elles, elles peuvent aussi fusionner. Tout ça, c'est des maths. Hein. Il fait tourner des modèles informatiques et puis il arrive à faire progresser ces modèles. Et justement, ces agents conscients, deux à deux, peuvent fusionner en un méta-agent conscient, un super agent conscient, etc. Et chaque agent conscient peut fusionner à différents niveaux. Et on lui a fait dire dans une interview que finalement, tout ça, ça pouvait arriver jusqu'à un point ultime qu'il assimilait, lui, au point oméga
de Pierre Teilhard de Chardin. Donc, il y a cette notion que, ultimement, il y a un ultime agent conscient, bien entendu, que on va être tenté d'assimiler à la notion d'absolu ou de Dieu, si on veut. Donc voilà où ça nous mène. Hoffman, il faut savoir que lui-même, c'est exactement ce que dit le bouddhisme, comme dit Berton. Il se trouve qu'Hoffman est un méditant aussi assez expérimenté. Il pratique la méditation depuis longtemps. Donc il est aussi sensibilisé à ces philosophies-là, bien entendu. Il est complètement féru de spiritualité aussi. Il a fait beaucoup d'interviews avec des enseignants spirituels aussi, pas seulement avec des scientifiques. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui font vraiment le pont entre la science et la spiritualité. C'est ça que je trouve fascinant aujourd'hui. Et malheureusement, on manque de gens comme ça en France. Et voilà, on espère que ces travaux-là, justement, peuvent sensibiliser aussi des chercheurs français. J'en ai parlé avec certains, bien sûr. J'en ai parlé avec Philippe Guillemont, j'en ai parlé avec Marc-Henri. Et j'essaie de les sensibiliser à ces travaux-là, voir ce qu'eux en pensent, comment ça résonne avec leur propre théorie, comment eux comprennent tout ça aussi. Et Hoffman dit bien que pour lui, là, même si ça a l'air énorme, c'est vraiment c'est un tout petit pas hein, qu'il pense avoir franchi avec ses collaborateurs. Il pense pas avoir résolu vraiment la question de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le monde. Hein. C'est un petit pas en avant qu'ils ont fait, et c'est un pas en tout cas théorique qui est important parce que encore une fois, on peut lier de cette manière-là la conscience et la matière et sortir un peu du dualisme cartésien dans lequel on est. Euh, alors, je ne sais pas comment on procède, Najib, si on prend des Oui, questions orales. bonsoir à tous. On a une question de Céline, donc à qui j'active le micro. Donc n'hésitez pas les autres à lever la main virtuellement pour que je vous donne aussi le micro. Bon, et je regarde en même temps le chat. Hein. Oui, merci Jocelyn. Et moi, j'ai pas compris en fait où on en était, nous, en tant qu'individus, notre libre arbitre, notre conscience. Où est-ce qu'elle se situe dans ce modèle par rapport aux agents conscients? Parce que moi, j'avais l'impression que c'était nous, l'agent conscient, dans notre perception, notre décision, notre action. Oui, alors on peut faire cette équivalence-là. Ce que lui décrit là, c'est quelque chose, encore une fois, qui se situe derrière l'espace-temps, qui est à la base de la réalité, qui est à la base de la réalité matérielle qu'on perçoit. Et nous, on est dans cette réalité matérielle-là. Mais nous, cette conscience-là, ce substrat de conscience-là, qui est donc derrière la réalité matérielle, c'est aussi ce qui est en nous à travers notre propre conscience. C'est-à-dire que cette vaste conscience, ce vaste réseau d'agents conscients qui ultimement ne forment qu'une seule conscience unique, eh bien, c'est ce qui s'exprime à travers nous. Et d'ailleurs, j'ai regardé une interview d'Hoffman cet après-midi où il disait ça, qu'il souscrit à vraiment la conception spirituelle qui veut qu'il y ait à l'origine de la réalité une vaste métaconscience, supraconscience ou un esprit, on va dire, un vaste esprit qui s'exprime à travers toutes les formes qui existent, et notamment à travers les formes de vie, et donc à travers chaque individu. C'est cette conscience-là qui prend forme et qui, du coup, permet à cette métaconscience de se connaître elle-même à travers nos expériences. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans beaucoup d'enseignements spirituels. L'univers ou l'absolu se connaît lui-même à travers nos expériences. Donc, bien sûr, nous sommes, nous aussi, de toute façon, constitués de ça, à la fois nos corps qui sont constitués de matière, et la matière vient de là, et notre conscience qui elle-même est comme une parcelle, en fait, de cette métaconscience-là. Il faut revenir aux travaux, peut-être, de Kastrup pour comprendre comment la vaste conscience, la supraconscience, se singularise dans chaque individu. Lui, Castrup prend l'image d'un tourbillon dans une rivière d'eau, dans une rivière de conscience. Nous, individus, sommes un tourbillon dans une vaste rivière de conscience. C'est-à-dire qu'un tourbillon, c'est quelque chose qui est localisé, c'est quelque chose qui tourne sur lui-même et qui, du coup, exclut ce qui est autour. Ce qui est autour, c'est la couverture de son livre, effectivement. Ce qui est autour du tourbillon est comme filtré. Donc, notre conscience est dans le tourbillon, mais tout ça, c'est que de l'eau, c'est-à-dire c'est que de la conscience.
puisqu'il part du principe que le monde est un vaste flux de conscience. Donc, il prend cette métaphore de l'eau en disant, dans un tourbillon, il n'y a que de l'eau. Il n'y a rien d'autre que de l'eau. Même si il peut y avoir de l'air, en l'occurrence, si dans certaines circonstances, dans des lavabos ou des choses comme ça, mais disons que le tourbillon est constitué d'eau. Il est constitué d'eau. Donc, l'individu est un tourbillon qui donc a une conscience individuelle qui est enfermée sur elle-même. Et quand ce tourbillon s'ouvre un petit peu, quand il commence à perdre sa forme, eh bien, on s'ouvre à ce qui est autour. C'est-à-dire, ce qui était filtré dans le courant d'eau nous devient accessible, peut entrer dans notre tourbillon. Et là, on a accès à des informations qui correspondent notamment à ce qui est dans notre inconscient personnel, ce qui est dans le subconscient, c'est-à-dire à la frontière entre l'inconscient et le conscient. Et donc, on vit des états élargis de conscience quand notre tourbillon se déforme et qu'il y a plus d'informations qui peut passer. Et quand le tourbillon perd complètement sa forme, eh bien, ça correspond à l'état d'éveil spirituel. Ça correspond à l'état d'extase où on ne fait plus qu'un avec toute la conscience, avec tout le flux de conscience. Donc la métaphore, là aussi, elle est assez parlante, je trouve. On est en temps normal, on est des tourbillons isolés les uns des autres. Alors, on interagit, les tourbillons se touchent, se rapprochent, on est capable d'interagir, etc. Et quand le tourbillon perd sa forme, on est simplement le flux de conscience global et donc on a accès à toute l'information et c'est ce qu'on vit dans les expériences mystiques, c'est ce qu'on vit dans les expériences de mort imminente et c'est ce qu'on vit dans l'état d'éveil spirituel. Voilà. Si on a une question d'Anaïs également. Anaïs, le micro est à toi. Oui, bonsoir Jocelyn. Oui, bonsoir Anaïs. Justement, j'avais une question à propos de cette supraconscience. Je voulais savoir, est-ce que Kastrup, il présente ce modèle de façon vraiment purement théorique ou est-ce qu'il assoit aussi cette conception sur des faits empiriques? Tu as parlé des NDE, par exemple, mais est-ce qu'il s'en sert pour vraiment asseoir cette conception de champ transpersonnel de conscience? Oui, oui, tout à fait. Donc, Kastrup, dans le livre, là, donc moi, je l'ai co-traduit et je l'ai fait publier donc chez Hanouna Édition. Pourquoi le matérialisme est absurde? C'est la première traduction en français de Kastrup, dont je vous recommande. C'est très accessible. C'est quelqu'un qui est vraiment un maître en vulgarisation. Et c'est pour ça qu'il a ce succès dans le monde anglo-saxon. Donc, il communique en anglais, bien sûr. Donc, on a essayé de rendre ça aussi en français. Je pense en tout cas, c'est en partie réussi, j'espère, parce que ces métaphores sont très fortes. Alors, il s'appuie. Effectivement, c'est une réflexion théorique qui s'appuie beaucoup sur des métaphores. Il explique quelle est la puissance de la métaphore aussi dans un chapitre. Il y a plusieurs métaphores parce que son tourbillon, son histoire de tourbillon et de flux de conscience, il la pousse, la métaphore, en imaginant que si c'était pas de l'eau, mais du mercure, eh bien, un tourbillon aurait des phases qui se reflètent elles-mêmes et ça explique la conscience autoréflexive, etc. Tu vois, il pousse la métaphore en imaginant un autre type de liquide finalement, mais on reste dans la même idée de quelque chose qui est fluide de toute façon et qui constitue l'ensemble de la réalité, hein. Et puis, bien sûr, oui, il s'appuie sur des faits empiriques puisque il est très intéressé par tous les phénomènes d'état modifié de conscience, les expériences de mort imminente, les expériences de sortie de corps, etc. Il s'est intéressé à tout ça et il donne des exemples, les expériences psychédéliques aussi, hein, quand je prenais l'exemple du tourbillon qui se déforme et qui donne accès à plus d'informations, c'est aussi ce qui se passe dans l'expérience psychédélique. On perd la notion de soi et on devient l'environnement. On ne fait plus qu'un avec l'environnement, ce genre de choses. On a ça aussi dans les expériences psychédéliques. Donc, il s'est intéressé à tout ça et il montre que, notamment, lui, il a beaucoup argumenté avec d'autres neurologues, enfin avec des neuroscientifiques, sur le fait que l'expérience psychédélique, justement, elle réduisait en fait l'activité du cerveau, alors que beaucoup de scientifiques disent qu'elle augmente l'activité du cerveau et qu'il y a un feu d'artifice dans le cerveau. En fait, c'est controversé, mais il y a vraiment des études qui montrent que l'activité du cerveau est réduite, en tout cas de certaines zones clés, notamment la zone de situation dans l'espace, la zone qui correspond au sentiment de soi. Ces zones-là sont éteintes, en fait, dans l'expérience psychédélique, par exemple, mais c'est aussi le cas dans les EMI, en fait, hein. Et par contre, il y a une plus grande connectivité, effectivement, entre différentes zones. Donc, les scientifiques qui s'appuient sur le fait qu'il y a plus de connectivité vont dire il y a plus d'activité, il y a un feu d'artifice cérébral, ce qui fait que les gens vivent une expérience très, très riche. Mais globalement, en fait, l'activité du cerveau diminue. Donc, ça va à l'appui de cette thèse du filtre, en fait, du cerveau qui est un filtre
et qui en temps normal donc est dans le tourbillon et nous empêche d'avoir accès à toute cette information qui est autour. Donc Kastrup s'appuie sur tout ça, sur tous ces faits-là. Il est au courant de tous ces témoignages-là. Il est très intéressé par tout ça et même le phénomène OVNI, comme j'avais pu en dire peut-être un mot lors de notre colloque récent. Merci Jocelyn. Moi j'ai juste une question. Est-ce que il y a eu un certain écho? Bon, tu nous expliques qu'en France et dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas eu véritablement d'écho au sujet de cette belle découverte. Est-ce qu'on a des matérialistes qui ont potentiellement réagi par-ci, par-là? Et quel pourrait être leur argument pour contrecarrer ces recherches? Voilà. Pas Alors, casser l'ambiance. à ma connaissance, Hoffman n'a pas été attaqué pour l'instant par des matérialistes. Il a participé à des colloques de physique notamment, où il a justement, parce qu'il intervenait, il a demandé en fait qui parmi les physiciens connaissait le concept d'amplituèdre, hein, qui est une notion mathématique qui a été découverte en 2013 et qui est quelque chose de très important. Et en fait, personne connaissait. Il expliquait que de toute façon, les physiciens sont dans un silo, hein, ils sont dans leur domaine à eux, ils sont experts de leur propre domaine, et souvent ils connaissent pas du tout ce qui se fait dans les autres domaines. Et là, les travaux dont lui parle et les physiciens avec lesquels il travaille, ce sont des gens qui travaillent dans un domaine qui s'appelle la physique des hautes énergies. Physique des hautes énergies, c'est un domaine, un sous-domaine de la physique qui est très particulier. Et les gens qui sont experts de ça, eh ben, ils connaissent pas les autres domaines, malheureusement. Et ça, c'est comme ça que la science fonctionne de façon générale. De toute façon, c'est difficile d'avoir des gens qui font des passerelles, en fait, entre différents domaines. Donc, pour l'instant, Hoffman n'a pas été attaqué là-dessus. Kastrup, par contre, lui, il commence à l'être parce que justement, comme il a beaucoup d'échos, beaucoup d'audience dans le monde anglo-saxon, qu'il a fait énormément d'interventions sur le web et tout ça, lui, il commence à avoir des gens qui l'attaquent, mais il a surtout des débats très intéressants avec des physiciens très reconnus, comme Carlo Rovelli, par exemple, qui est un des pères de la gravité quantique à boucle. Ils ont un débat tous les deux très nourri, très intéressant sur le fond, et ils arrivent à des points de convergence et aussi avec des différences. Mais là, il y a un vrai débat intellectuel complètement respectueux, hein. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que Kastrup, il est pris au sérieux, quoi. En tout cas, ses idées sont prises au sérieux par quelqu'un comme Carlo Rovelli, qui est un physicien, alors lui, ultra respecté, hein. Et donc, ça montre que c'est pas simplement du blabla un peu fumeux, un peu ésotérique, quoi, hein. C'est vraiment une vraie réflexion philosophique en philosophie des sciences, en l'occurrence. Donc ça, c'est prometteur. On te remercie tous, Jocelyn, pour ces informations que tu nous transmets en premier, hein. On a quand même donc, c'est des informations extrêmement intéressantes et précieuses que tu nous transmets, qui donnent des réponses à beaucoup de phénomènes. Et quelles sont, pour toi, les implications à court et à court, moyen et long terme de cette découverte très rapidement? Je sais que c'est une question assez vaste. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont s'activer dans les prochaines semaines, les prochains mois grâce à ces recherches? Eh bien, il faut que ces travaux soient connus, il faut que les gens lisent les articles en question, et puis qu'ils soient critiqués, qu'ils soient commentés, hein. C'est publié dans une revue scientifique, donc ça a déjà été relu par des pairs, hein, comme on dit. Mais bien sûr, c'est de la science, c'est de la spéculation. Ça fonctionne mathématiquement, donc il faut qu'il y ait des mathématiciens qui puissent critiquer ces travaux-là. Mais bien sûr, comme il prend un postulat de départ, on peut aussi renier ce postulat, hein, dire ça n'a aucun sens de partir de cette notion d'expérience et de conscience à la base de la réalité. Donc l'important, c'est qu'il y ait un débat, qu'il puisse y avoir des discussions avec des arguments et pas des attaques, et surtout pas des attaques ad hominem, comme on dit. Donc oui, je vois dans le chat Max Tegmark, évidemment. Ça rejoint ces travaux-là. Alors là, il y a une autre question qui est intéressante. Est-ce qu'on a des perceptions qui sont erronées? Comment arriver à une perception de conscience juste pour des actions justes? Alors encore une fois, vous assimilez la notion d'agent conscient à un individu. C'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est que nous avons, nous, individus, des perceptions qui correspondent pas à ce qu'est la réalité, mais ça nous empêche pas d'agir dans le monde puisque nos systèmes nerveux, de toute façon, sont faits pour ça. Donc voilà, il faut pas identifier l'agent conscient avec l'individu puisque cette notion d'agent conscient, elle se trouve complètement en amont de cette réalité matérielle physique. Donc voilà, c'est pas évident. Moi-même, ça fait pas longtemps que je connais ces travaux-là, hein, en fait, pour vous dire la réalité, ça fait quelques semaines seulement.
puisque je suivais Kastrup depuis longtemps, et quand j'ai vu des échanges entre Kastrup et Hoffman, je me suis aperçu que Hoffman lui-même avait développé toute une approche qui lui était propre. Et donc, je découvre ça depuis quelques semaines. Je me plonge dans ses papiers, dans ses interviews et tout ça. Donc, c'est encore frais aussi pour moi, hein. Alors, Kastrup, je connais bien parce que par contre, j'ai lu tous ses bouquins et j'ai vu beaucoup de ses vidéos. Mais Hoffman, c'est relativement nouveau. En tout cas, lui, c'est pareil. Si vous êtes un peu anglophone, il est très fort pour partager ses idées. Il est très didactique. Il est aussi, il est très bon pour employer des métaphores, des images qui sont très parlantes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et bien voilà, l'idée c'est que ces travaux-là soient connus et qu'ils puissent faire l'objet de débats sereins et en partageant des arguments. Voilà. Merci Jocelyn, merci à tous de nous avoir suivis. Ouais, je vois que ça intéresse du monde. Ça me fait vraiment plaisir. Donc là, j'ai pas le temps de vraiment me Oui, bien sûr, plonger bien dans sûr. les questions. Mais en tout cas, je vous Donc, remercie. Je vous merci remercie Jocelyn, de merci à vous tous. intéresser à ça, et je vous dis à suivre. Et puis j'y reviendrai de toute façon, peut-être dans d'autres chroniques aussi. Dans d'autres chroniques, effectivement, donc c'est un nouveau format, vous l'avez bien compris. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Troidec qui nous parlera des mystères, de l'inexpliqué. Et puis on aura Aurélie Aimé aussi au mois de mai qui nous parlera du féminin sacré, les chroniques du féminin sacré, qui nous présentera des ouvrages, des témoignages. On aura aussi des personnes qui témoigneront en direct, hein, des intervenants extérieurs, des spécialistes dans des domaines bien particuliers. Donc tout ça se monte tout doucement, hein. Le format, on l'a lancé on a eu l'idée il y a à peu près 2 semaines, hein. Donc ça a été lancé très rapidement. Donc merci Jocelyn d'avoir été le premier à inaugurer ce format, hein. Et donc, merci à tous. Et puis, à la semaine prochaine. Merci, Jocelyn. Merci à tous les adhérents qui nous suivent. Et merci à ceux qui ont Merci. posé les questions. À très bientôt. À bientôt. Bonne Au soirée. revoir.